Il y a des êtres humains. Derrière une langue, il y a une histoire. Il y a des choses qui ne peuvent pas se traduire. L'anglais étant la langue la plus parlée dans le monde et la langue des affaires par excellence, pourquoi être allé encore un peu plus loin vers le japonais, vers le chinois? Pour pouvoir avoir ce rapport direct avec les hommes et les femmes et puis avec la culture, il faut apprendre et s'intéresser à la langue. Ça, c'est la première chose. Et puis s'intéresser à la langue, c'est aussi montrer à l'autre que vous vous intéressez à lui. C'était quasiment, chacun était arrivé avec un revolver sous la table. Eh bien, dans ce contexte de très grands conflits, ça a permis aux parties de se reparler ensemble. Et figurez-vous, quelques mois après, elles ont recommencé à travailler ensemble et elles ont fait affaire ensemble, finalement. Bienvenue dans la voie d'Aura. Ici, dans ce monde en mouvement, prenons un peu de temps. Un peu de temps pour tendre l'oreille à celles et ceux qui, par leur art, leur présence et leur manière d'être, tracent un chemin de sens. Ces voix qui nous rappellent que l'élégance et la justesse sont encore des repères et qu'elles peuvent, elles aussi, être les nôtres. Chers auditeurs, nous changeons de cadre et de format, mais le cœur de la mission de la Voie d'Aura reste inchangé. Mon objectif est plus que jamais de partager avec vous ce en quoi l'élégance comportementale est une force pour tous, en tout domaine. Aujourd'hui, mon invité est un homme qui semble avoir eu à cœur de comprendre afin d'aider et de solutionner. Docteur en droit international, il maîtrise donc le juridique et la géopolitique. Et tout au long de sa carrière, il s'est appliqué à en faire une force de médiation. Ainsi, en étudiant son parcours professionnel, afin de vous le présenter au plus juste, l'adjectif qui m'est apparu comme une évidence pour le décrire est pacificateur. Mais je vais le laisser nous en dire plus. Monsieur Beaujour, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots votre rôle, votre environnement professionnel, votre quotidien? Donc je suis avocat et je suis également médiateur. Mon travail consiste à régler des litiges. C'est-à-dire que lorsque les gens se font un peu la guerre, que ce soit des personnes physiques, que ce soit des entreprises, que ce soit au sein d'une même famille, et la guerre étant une chose normale parce qu'au fond, parce que nous ne sommes pas identiques, nous ne sommes pas, les êtres humains ne sont pas des copies les uns des autres, nous avons des comportements, nous avons une façon de voir qui peut être très différente et c'est ce qui génère les conflits. Donc mon travail, c'est d'aider à la gestion et au solutionnement des conflits. Pour arriver à cette activité, vous avez eu un parcours universitaire qui illustre une détermination forte et assez vite orientée à l'international. Est-ce que vous pourriez partager avec nous, est-ce que vous savez ce qui, dans votre histoire de vie ou dans votre éducation, vous a orienté vers cette profession et vers l'international? Alors, je crois qu'il y a deux choses. Tout d'abord, la connaissance et la compréhension de l'histoire. Connaissance, compréhension vient après. Connaissance de l'histoire, que ce soit notre histoire antillaise, qui est la continuité de l'histoire du Nouveau Monde, de l'histoire de la colonisation, de la soif de justice, a un peu guidé mes pas vers le droit et la volonté du juste ou du respect de la règle. Ça, c'est la première chose. Et puis, l'intérêt pour l'international, j'ai presque envie de dire, c'est le contraire. En tant qu'Antillais, qui mieux que nous ne serait pas attiré par l'international ou n'a pas une racine qui permet l'international parce que précisément, nous avons une origine multiple. Nous avons évidemment une origine africaine, mais nous avons aussi une origine européenne, nous avons une origine indienne, nous avons une origine ouverte sur le monde. Et quand on regarde, hier encore, on mangeait quoi ici à Fort-de-France, du taboulé et des Québec qui sont d'origine libanaise, mais c'est déjà intégré à la culture entière. Donc nous sommes des métis. Et donc cette capacité, ce métissage m'a évidemment poussé à aller à la rencontre du monde
à la rencontre des Amériques, nord et sud, mais aussi de l'Asie où j'ai vécu, y compris à la rencontre de l'Afrique où j'ai passé un peu de temps en Côte d'Ivoire et à Djibouti. Donc voilà, c'est vraiment cette culture antillaise qui m'a ouvert vers le monde. Donc vous êtes vraiment ouvert. Tout le monde ne l'est pas forcément. Certaines personnes, finalement, comme vous dites que nous sommes très métissés, peuvent ne pas ressentir cette nécessité d'aller vers. On n'est pas obligé. Mais en tout cas, à votre question, qu'est-ce qui fait ou qu'est-ce qui explique que, je vous dis précisément, parce que nous avons cette racine, ces racines multiples, eh bien, c'est tout naturellement que je suis allé à la découverte du monde. Assez tôt, finalement, alors ça, c'est une petite question, plutôt assez jeune, vraiment, l'école primaire ou collège, ou c'est venu plus tard? Lorsque je parlais de l'histoire, parce que je me suis beaucoup intéressé à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, et puis à l'histoire d'une manière générale, et très rapidement, j'ai su que j'apprendrais des langues étrangères, l'anglais, et puis par la suite le japonais, le chinois, où j'ai vécu à Shanghai, à Tokyo, et au fond, je me suis aperçu, oui, et puis je me suis aperçu que finalement, mon histoire faisait que ce sont des peuples qui ne m'étaient pas complètement étrangers, pas simplement par leur attitude, mais aussi y compris par la dimension psychologique ou rapport qu'ils pouvaient avoir avec l'Occident. Voilà, donc j'ai retrouvé un certain nombre de tendances, un certain nombre de valeurs que l'on a chez nous aux Antilles. Vous nous avez précisé que vous parliez plusieurs langues et que cette envie d'apprendre, je ne sais même pas si c'est une envie, c'est quelque chose qui venait, oui, une envie d'apprendre toutes ces langues. On aurait pu penser que l'anglais étant la langue la plus parlée dans le monde et la langue des affaires par excellence, que l'anglais était suffisant. Pourquoi être allé encore un peu plus loin vers le japonais, vers le chinois? Qu'est-ce qui a fait que... Parce que, je vous dirais, parce que derrière une langue, il y a une culture. Derrière une langue, il y a des êtres humains. Derrière une langue, il y a une histoire. Il y a des choses qui ne peuvent pas se traduire. Vous savez, au bout d'un moment, on voit bien qu'on ne peut pas comprendre un peuple, une population, une culture en passant par une langue tierce. Et c'est vrai pour tout. Donc oui, le fait d'apprendre que ce soit le chinois, que ce soit le japonais, et j'ai même un peu étudié le brésilien, parce que pour pouvoir avoir ce rapport direct avec les hommes et les femmes, et puis avec la culture, il faut apprendre et s'intéresser à la langue. Ça, c'est la première chose. Et puis s'intéresser à la langue, c'est aussi montrer à l'autre que vous vous intéressez à lui. Et donc, si vous vous intéressez à lui, vous faites l'effort parce qu'inutile de vous dire que l'apprentissage des katakana, des hiragana, c'est un vrai travail de mémoire. Ça demande d'y consacrer du temps, ça demande d'y consacrer de l'énergie, ça demande simplement d'aimer le pays, la région. Et c'est d'ailleurs un élément qu'on le retrouve parce que tous ceux et celles qui ont, comme moi, étudié une langue orientale, se retrouvent par une sorte de complicité. On se reconnaît entre soi et il y a des gens qui sont un peu connus ici ou là et qui effectivement ont étudié le chinois, le japonais, ou une langue rare, dite rare, mais ça peut être l'arabe parce qu'aujourd'hui c'est aussi un élément important des relations internationales. Eh bien, on se retrouve parce que ça suppose une certaine démarche, une certaine envie, un état d'esprit et le partage de valeurs, d'ouverture d'esprit. Quand je vous écoute, les mots qui me viennent, c'est racine, puisque ça vient de votre enfance et de toute notre histoire caribéenne, et lien. Donc on est vraiment dans quelque chose pour moi de construit progressivement et d'ouverture, comme vous le dites si bien, à l'autre. Donc c'est assez intéressant parce que ma prochaine question était en rapport avec vos différents séjours. Donc au hasard, j'ai décidé de vous interroger sur la Grande-Bretagne, un moment spécifique de votre vie par rapport aux études, par exemple, mais bien sûr, vous pouvez parler de différents moments de votre vie, et du Japon. Si vous deviez partager avec nous ce que vous avez appris en relations humaines, encore un peu plus, qu'est-ce que vous avez appris en Grande-Bretagne et au Japon? Alors, j'ai appris deux choses. Les Anglais sont des insulaires comme nous. Les insulaires ont besoin d'aller vers le monde.
et sans justifier de l'histoire de la démarche coloniale britannique, mais simplement c'est un tempérament de l'insulaire que l'on retrouve aussi chez nous. Ce que j'ai appris des Japonais, c'est le besoin de cohésion sociétale. Les Japonais forment un groupe et ils cultivent ce groupe. On a du mal à exister en dehors du groupe. Alors c'est vrai que ça a des inconvénients parce que il n'est pas question qu'on fasse prévaloir le moi au détriment de la communauté, mais ça a aussi un avantage, c'est que ça cultive une démarche commune, le sentiment d'appartenir à une société, à un peuple, et je dis bien avec les difficultés qu'on peut imaginer. Donc ça, ce sont les deux choses. Et dernièrement, je vous dirais aussi que ce que j'aime beaucoup au Japon, c'est la recherche de l'harmonie, le rituel, l'harmonie. Ça me plaît beaucoup et j'essaie de le cultiver au quotidien. Même encore aujourd'hui, se le transmettre, ils essayent. Oui, et puis c'est la recherche de l'esthétique, la recherche d'une forme de cohésion dans ce que l'on fait. Euh, voilà, c'est s'appuyer sur ses racines pour pouvoir avancer. Beaucoup s'appuyer sur ses racines. C'est vrai que le rituel, l'enracinement est très important au Japon. C'est un peu comme on disait tout à l'heure, ça vous parle finalement, hein, ces racines et ce lien. Absolument. Je crois que au quotidien, moi j'essaie toujours de me référer à ce qu'il y a de plus profond, aux valeurs qui m'ont été transmises, à l'histoire qui est la nôtre, qui, sans en faire un handicap, mais j'en fais une force. Par exemple, la recherche de la tolérance, le besoin d'accepter l'histoire telle qu'elle est et d'aller de l'avant et de pas me laisser enfermer dans l'histoire. C'est ce besoin sécuritaire peut-être qui pourrait expliquer certains comportements de rester avec l'autre sans se dire forcément. Mais je pense qu'on peut rester soi-même et s'appuyer sur ses fondamentaux tout en s'ouvrant à l'autre, parce que s'ouvrir à l'autre, ça n'est pas simplement aller prendre quelque chose, mais c'est aussi lui apporter. Si vous prenez les mots qui divisent nos sociétés, la société occidentale et notamment en France, vous voyez comment le vivre ensemble est compliqué. Et je dis, mais regardez ce que nous sommes parvenus à faire aux Antilles, ça vaut aussi pour la Réunion, c'est nous, depuis très longtemps, on essaie de bâtir le vivre ensemble. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés, cela ne veut pas dire que les choses au quotidien ne sont pas encore extrêmement compliquées, elles le sont. Mais malgré tout, nous parvenons à travailler sur la recherche d'une société qui cultive le vivre ensemble, parce qu'à quoi servirait le fait de se faire la guerre au quotidien? On détruit l'autre, mais on se détruit aussi. Donc il vaut mieux continuer à chercher à trouver les moyens de se vivre ensemble. En tant que Caribéen francophone, avec votre expérience de la diplomatie civile et de la maîtrise de la géopolitique pour différents aspects sociétaux et économiques, quel regard, si on doit encore plus peut-être se centrer, quel regard portez-vous sur l'enseignement justement des traditions et des compétences sociétales? Alors, je crois qu'il y a deux choses dans nos sociétés. On a tendance à enseigner, dans les sociétés françaises, on a tendance à enseigner le savoir purement théorique. Mais il y a le savoir théorique, les faits, l'histoire, mais aussi il y a le savoir-être. Il y a aussi probablement ce qui n'est pas suffisamment enseigné, ou en tout cas cultivé, c'est le savoir vivre ensemble, ce que cela impose et les règles qu'il nous faut à peu près mettre en place pour pouvoir organiser ce savoir-vivre ensemble. Parce que quelles que soient nos compétences techniques, scientifiques, intellectuelles, si nous ne parvenons pas à organiser ce savoir-vivre ensemble, nous ne faisons pas société. Pour moi, il s'agit d'un levier fondamental. Mais c'est en même temps, en vous parlant, c'est une base et un levier. Est-ce que vous diriez que, au niveau professionnel, ça a été un levier ou c'est toujours un levier pour vous, cette maîtrise des compétences comportementales? Je vous dirais oui. Oui, parce que, tout d'abord, les compétences comportementales, c'est comme lorsque vous avez
un cadeau, c'est comme lorsque vous organisez un dîner, vous avez à un moment besoin d'avoir le papier cadeau, d'avoir le décorum qui va avec le dîner, le repas que vous allez faire. Ben, s'il est bien présenté, s'il est joliment présenté, eh bien oui, ça sera plus facile ça sera plus agréable à vos convives. Eh bien, c'est pareil dans la vie professionnelle. Lorsque vous soignez la forme, vous êtes meilleur sur le fond. La forme, ça peut être effectivement des choses assez simples. Être à l'heure, avoir une tenue qui est adaptée à la situation, avoir un comportement qui est aussi adapté. C'est-à-dire que lorsque j'ai dit que mon travail consistait à résoudre des conflits, ça veut dire que lorsque j'arrive, je suis entre guillemets sur un champ de mine, dans une situation de entre guillemets de guerre. Et pour pouvoir résoudre un conflit, il faut commencer par pacifier déjà sur la forme. Ne pas insulter ceux avec lesquels je ne suis pas d'accord, c'est la première des choses. Pourquoi? À partir du moment où vous insultez celui avec lequel vous n'êtes pas d'accord, vous n'avez aucune chance de lui faire entendre raison. En revanche, l'écouter, c'est peut-être déjà une première façon de lui montrer que vous avez du respect et de l'écoute pour ce qu'il ou elle dit, et que il vous sera encore plus facile de lui faire également entendre ce que vous avez à dire. Parce que si vous commencez par un conflit strictement de personnes, vous n'avez aucune chance d'être entendu par la personne qui est en face de vous. Je souris parce que quand vous avez parlé de non-maîtrise et savoir comportementaux, vous avez parlé d'insultes. Donc pour vous, c'est inconsciemment au même niveau. C'est-à-dire que si vous ne vous placez pas dans une posture de communication et de compréhension de l'autre, finalement, c'est presque commencer par un conflit et une insulte. Et donc la fin, c'est ça de se savoir, semble-t-il, pour vous, c'est un respect de l'autre. Ça n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, ça peut être un ami, ça peut être un contradicteur, ça peut être l'État, ça peut être tout ce que vous voulez. Ça n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec cette personne que je dois l'insulter. Oui, bien sûr, ça ne sert à rien. Je la respecte en tant qu'individu parce que précisément, nous sommes parfois dans la contradiction. Voyez-vous, on dit souvent, on veut, chaque être humain est différent, et puis on le prône. Vous ne trouverez personne qui vous dit, je revendique le fait d'être un robot et d'être une copie à X milliards d'exemplaires. Nous revendiquons le fait d'être des êtres humains. Mais par définition, si nous sommes des êtres humains différents les uns des autres, c'est que nous avons des pensées qui sont différentes, des points de vue qui sont différents. Donc il faut déjà admettre que l'autre puisse être différent. Et c'est en respectant l'autre, j'admets sa différence pour mieux l'inviter à admettre aussi ma propre différence et éventuellement écouter ce que j'ai à lui dire. Pouvez-vous nous donner une anecdote, un moment marquant justement où l'élégance comportementale a joué un rôle déterminant et impactant dans votre comportement? Écoutez, je me souviens d'une affaire un peu compliquée, justement un litige que je devais régler pour un client à l'étranger, et je me souviens avoir passé un peu de temps dans l'avion à lire un peu de littérature relatif au pays où je me rendais, et j'avais un certain nombre de questions intéressantes. Et la partie adverse qui venait, et c'était une situation extrêmement conflictuelle, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était le dossier, mais aussi de ce que j'avais lu, j'étais arrivé en posant un certain nombre de questions sur le pays, sur la littérature, sur un certain nombre de philosophes et d'écrivains. Eh bien, je vais vous dire que le seul fait d'avoir fait cela, et je l'ai fait par intérêt pour le pays en question, par intérêt pour les gens que je voyais pour la première fois, pour tout vous dire, c'était au Brésil, un pays qui nous est cher parce que ce sont un peu des cousins quand on est caribéen. Eh bien, tout de suite, ça a permis de faire tomber les très fortes tensions qu'il y avait entre nous, au point que mes contradicteurs me disaient, ben, on va vous montrer ceci, on va vous expliquer cela, etc. Et ça a permis précisément au parti qui était parti pour, c'était quasiment, chacun était arrivé avec un revolver sous la table. Eh bien, dans ce contexte de très grand conflit, ça a permis au parti de se reparler ensemble, et figurez-vous, quelques mois après, elles ont recommencé à travailler ensemble, et elles ont fait affaire ensemble, finalement. Le lien. Merci beaucoup pour eux.
Alors, je vous décrivais au départ comme un pacificateur. Je venais d'illustrer à nouveau ce que je disais. Et donc, je vais vous proposer de partager encore un peu plus avec nous vos expériences sous forme d'un échange un petit peu du tac au tac. Et donc, est-ce que vous pourriez me répondre en 2 minutes concernant les soft skills, les compétences comportementales douces que vous avez apprises ou cultivées au cours de votre vie. Donc, je vais vous donner les soft skills et vous me direz qui vient, l'idée, l'image, l'histoire. Alors, si je vous dis gestion des émotions. Je sais faire part de mes émotions, mais j'essaie de le faire avec calme et retenue. Si je ne suis pas d'accord, je ne vais pas me mettre à hurler. En revanche, j'expliquerai pourquoi est-ce que je ne suis pas d'accord. C'est plutôt cela que je ferai. Plutôt que de hurler, j'expliquerai pourquoi, de manière à peu près rationnelle, pourquoi est-ce que sur mon désaccord. Si je vous dis flexibilité. Oui à la flexibilité parce que ça, c'est un peu la preuve d'une forme d'ouverture. Tout en gardant à l'esprit que la flexibilité ne veut pas pour autant dire accepter tout et n'importe quoi. Donc oui, je suis flexible par définition, mais encore faut-il que que ma flexibilité soit respectée comme telle et qu'elle ne soit pas vue comme une forme de mollesse. Excès des termes. Absolument. Curiosité. La curiosité, c'est le meilleur moyen de montrer à l'autre qu'on s'intéresse à lui, parce que vous avez dit pacificateur, on ne peut pas vouloir pacifier si on ne connaît pas. On ne peut pas vouloir vivre en société si on ne connaît pas l'autre. Donc oui, ma curiosité, c'est la curiosité de tous les instants, c'est la curiosité de savoir ce qui se passe, y compris de découvrir des choses qui me sont très étranges au quotidien. Alors, assertivité. Savoir ce que l'on veut. Oui, j'essaie le plus souvent d'être assertif parce que je sais où je vais et je sais ce que je veux. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne puisse pas faire preuve aussi de flexibilité, ce dont on a parlé. Mais savoir ce que l'on veut, c'est important parce que c'est une façon aussi de rassurer l'autre. Si vous ne savez pas où vous allez ou ce que vous voulez, personne ne sera en mesure de vous le dire. Nous avons beaucoup parlé de vos expériences, de votre vécu. Aujourd'hui, diriez-vous, et si oui, pourriez-vous le partager avec nous, comment vous cultivez et transmettez le savoir-être, le savoir-être? Alors, je ne voudrais pas paraître prétentieux en disant je transmets, mais c'est vrai que le fait de cultiver pour moi-même, ça oblige inconsciemment ceux qui sont autour à se positionner, parce que finalement comme on vit en communauté, que ce soit une communauté familiale, une communauté professionnelle, une communauté sociale, et forcément on se positionne par rapport à l'autre et les autres se positionnent par rapport à vous. Et l'exemplarité est pour moi quelque chose d'important. L'exemplarité, le comportement que l'on peut avoir, il est perçu d'abord par sa famille, quand on en a par les enfants qui s'en inspirent ou s'en détachent, mais c'est aussi une façon de leur donner, de leur proposer une règle. Et puis l'exemplarité dans sa communauté professionnelle, pour moi c'est important. Je fais partie d'une communauté professionnelle, je fais partie d'un cabinet. Tout d'abord, quand on est dans un cabinet d'avocats, ce que l'on est, ce que l'on représente peut avoir un impact sur ses collègues, sur ses collaborateurs, sur ses associés, sur la profession. Mon comportement peut impacter l'ensemble de la profession parce que, voyez-vous, si les choses se passent mal avec vous, on dira, l'esprit humain dira les avocats. Et donc, ce que je peux vous dire ou ce que je peux faire peut impacter l'ensemble de mes confrères. Donc ça aussi, par respect pour eux, j'essaie d'y être attentif. Et donc, en vous écoutant, ce que l'on ressent, c'est ce besoin dans votre attitude, dans vos postures verbales et non verbales, de vous inscrire dans le groupe. Alors, oui. Oui, parce que je n'aimerais pas vivre tout seul sur l'île déserte. Je suis pas Robinson Crusoe. Nous vivons dans un groupe, que ce soit un groupe familial, que ce soit un groupe amical, que ce soit un groupe professionnel ou au sein de la société.
Mais vivre dans un groupe ne veut pas dire qu'on n'ait pas sa propre personnalité et qu'on soit complètement dilué dans ce groupe. Mais pour pouvoir vivre ensemble, eh bien, on a besoin d'un minimum de cohésion, d'une démarche commune et d'une volonté de vivre dans ce groupe. Ou alors, effectivement, on va sur une ligne verte et on vit tout seul. Quel serait votre conseil pour un jeune ultramarin qui souhaiterait faire rayonner son territoire? Être fier de ce qu'il est, être fier de notre histoire. Je disais tout à l'heure qu'on a une histoire coloniale, une histoire de l'esclavage, une histoire tout simplement, mais il n'y a pas que l'histoire coloniale, il y a tout le reste. C'est être fier de cette histoire, il y a cette part douloureuse, mais il y a aussi, j'ai en tête le film Les Dissidents de Jeanne Palcy, où il y avait des jeunes gamins de 16, 17 et 18 ans qui ont quitté de la Martinique, qui ont quitté leur île à l'insu de leurs parents pendant la Seconde Guerre mondiale pour pouvoir aller défendre les valeurs fondamentales de liberté et d'égalité. Moi, je suis fier et je prends souvent cet exemple de tous ces jeunes qui ont accepté d'aller mourir. Vous savez, prendre le bateau, voyer un peu la mer, à côté, en pleine nuit, dans un contexte parfois difficile, c'est affronter la mort en temps réel. Hein. Ce sont pas des blagues. Il n'y a pas de bouée de sauvetage, il n'y a personne à côté en pleine nuit. Donc c'est se dire, il y avait une telle foi, eh bien je suis fier de cette histoire, fier de ceux et celles qui font le pays. Je pense au commandant Mortenol, je pense à Joseph Zobel, je pense à un certain nombre de gens qui font que je suis effectivement fier de toute cette histoire. Eh bien, c'est ce que j'ai envie de leur dire. Soyez fiers de vous, fiers de ce que vos aînés ont fait. Apprenez cette histoire pour pouvoir mieux la valoriser. Et puis aller à la découverte du monde et n'hésitez pas à mettre au service de vos filles ce que vous apprendrez ailleurs. Ma dernière question, je pose à tous mes invités et c'est un peu un prolongement, je pense, de la question précédente, c'est la valeur ou l'expression la phrase clé, en fait, que vous aimeriez partager plus largement avec nos éditeurs. La bienveillance. J'ai envie de vous dire que il y a un dicton qui dit la haine ne cesse que par la haine, alors que la bienveillance ramène la réconciliation. Donc voilà, c'est la bienveillance. Un peu de bienveillance ne fait pas de mal, ça n'est pas de la stupidité. C'est la meilleure part d'humanité que l'on peut avoir. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté encore une fois de partager avec nous votre vision de l'élégance comportementale et des apprentissages que l'on peut acquérir tout au long de la vie et des partages. Parce qu'on apprend et on donne. Et c'est très bien illustré aujourd'hui. Donc merci pour moi, merci pour nos auditeurs. Et j'espère qu'ils auront apprécié autant que moi ce moment d'ouverture à l'autre. Merci pour votre invitation. Vous venez d'écouter La Voix d'Aura, une parenthèse, un souffle d'inspiration. Que ces voix continuent d'éclairer vos pas là où vous êtes et vous invitent peut-être à faire de votre quotidien un véritable art de vivre. Vous venez d'écouter La Voix d'Aura, une parenthèse, un souffle d'inspiration. Que ces voix continuent d'éclairer vos pas là où vous êtes et vous invitent peut-être à faire de votre quotidien un véritable art de vivre.